Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jacinthe, on jase de l'Arctique. Oh, plutôt, on rejase de l'Arctique pour ceux qui nous écoutent depuis un certain bout de temps. Jacinthe avait fait un très bon épisode qui avait été beaucoup apprécié des auditeurs sur l'Arctique et qu'est-ce qui s'y regorge. Aujourd'hui, on fait un peu un genre de version updatée de cet épisode-là, mais plus précisément par rapport aux exploitations des ressources naturelles et de pas la domination, mais les revendications de plusieurs pays sur l'océan Arctique en particulier et non pas seulement le territoire de l'Arctique en entier, sachant que les glaces fondent, donc des nouveaux territoires, des nouvelles zones à exploiter. Et il y a plusieurs pays qui veulent se faire la part du lion. Fait que dans ce cas-ci, ce serait peut-être plus la part du glaçon. Mais on va en parler ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Ouais, fait que je partage ça immédiatement. Tu m'as envoyé ça, un article de BBC News Africa. Je le traduis pour les auditeurs. Environnement, à qui appartient l'Arctique et pourquoi est-il controversé d'exploiter ses ressources? Il a été publié, en fait, un article quand même d'assez, ben, je veux dire assez âgé, qui date du 22 mai 2022. Mhm. Quand même, c'est toujours d'actualité. Puis il y a un autre article également aussi du journal La Tribune.fr, ça c'est en France, qui date du 5 décembre dernier, donc un petit quand même plus proche. La prospection minière des fonds marins en passe d'être autorisée par la Norvège. Ben oui, la Norvège a sous un gouvernement, je tiens à le préciser, de centre-gauche. Ouais! Hey, on n'est-tu pas sur les mêmes planètes politiques, hein? Ici, un gouvernement de centre-gauche serait impensable de faire des projets d'exploitation de ressources naturelles dans les fonds marins. En Ouais. Norvège, quand on dit que c'est les fers de lance de l'avancée de l'humanité dans bien des domaines, l'éducation, le système pénal, puis faudrait tellement les copier, sérieusement, là. Mais ça, je pense, il nous manque la mentalité puis l'éducation politique derrière, parce que ça, c'est raisonnable. Même des gouvernements de gauche qui se disent vouloir protéger l'environnement savent que si tu n'exploites pas tes ressources, d'autres vont le faire, puis tu risques de t'appauvrir anyway. Mm. Fait que, puis surtout en plus que, je vais te laisser y aller après, c'est un peu spécial parce que là, ils ont déjà beaucoup de. Un gouvernement de centre-gauche qui se fait autant critiquer par les Greenpeace de ce monde que nos homologues ici. Ce qui est un peu spécial parce qu'ils savent même pas, même ils l'ont avoué dans l'article, ils savent même pas trop ce qu'il y a dans le fond. Parce que vous le savez, il y a l'expression qui dit souvent qu'on connaît on connaît davantage l'espace, qu'on connaît davantage nos fonds marins. Je pense qu'il y a à peine 10% des fonds marins de la planète qui ont été cartographiés. Donc, entre guillemets, on se doute au niveau de la géologie qu'il y a des minerais de terres rares ou des ressources naturelles dans le fond marin, puisque ça n'a pas été exploité. Mais on ne sait pas si ça va être si dangereux pour la biologie marine que ça, sachant que on sait très bien, puis c'est pas nouveau, que plus tu vas profond dans l'océan, ben moins. Il y a des espèces animales, mais il y en a beaucoup moins, là. Tu sais, c'est beaucoup plus des espèces probablement plus rares qu'on voit très rarement au niveau de la surface. Mais en tout cas, c'est assez spécial. Ben oui, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, hein. C'est le gouvernement de centre-gauche qui a annoncé en décembre dernier. Donc, ils ont annoncé en décembre 2023 un accord avec les partis d'opposition, qui est le Parti conservateur et la droite populiste. C'est comme ça que c'est dit dans l'article. Ah, moi, ça Donc, me ils fait se rire, sont ça. entendus avec ils ont été chercher l'aval ou un accord avec les partis d'opposition qui sont conservateurs et de droite populiste pour annoncer finalement qu'ils allaient aller de l'avant avec des projets d'extraction minière dans les fonds marins de la Norvège parce que les fonds marins sont susceptibles d'avoir du cuivre, du cobalt, du zinc et des terres rares. Première Euh, mondiale en plus, hein? oui, une première mondiale. C'est sûr que la Norvège est rendue le plus gros fournisseur de gaz de l'Europe depuis la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, la Norvège a le vent dans les voiles sur le côté économique en 2022. Ils ont Eux fait autres qui n'ont pas énormément niaisé avec d'argent. GNL, hein? Ouais, Ça n'a pas été ouais, long, hein? ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai grandi en me faisant dire que les pays scandinaves avaient donc même des programmes sociaux extraordinaires, puis fallait regarder qu'est-ce que la Norvège faisait, qu'est-ce que la Suède faisait, la Finlande, mais on m'a toujours vanté dans mon enfance, mon adolescence, mes années à l'université, on me vantait à quel point les pays scandinaves étaient des modèles sociaux.
mais c'est drôle que tout ce qui était mis de l'avant, c'est les modèles sociaux des pays scandinaves, mais on parle moins, ou en tout cas, il y a des gens qui ont oublié souvent dans mon enfance, surtout, là, mais dans mon parcours d'éducation, quand même, on en parle très peu de cette capacité économique-là à soutenir des programmes sociaux de cette envergure-là. La capacité économique est aussi basée sur justement l'exploitation des ressources naturelles qui ont permis d'avoir des leviers économiques importants, puis de pouvoir se doter d'infrastructures et de programmes sociaux de grande qualité. Ils sont pas Très capables. enviable. Mais tu sais, on peut pas juste envier les programmes, le volet social. Tu peux pas dans vie, tu peux pas regarder des riches puis dire ah moi je veux leur grosse maison, leur grosse voiture, leur gros train de vie, je veux partir en voyage, mais je veux pas travailler fort comme ils ont travaillé fort, tu C'est sais, ça. pour me rendre là. Donc c'est la même chose au niveau d'un État. Tu peux regarder ses programmes sociaux, mais il faut aussi que tu regardes les choix économiques, les choix stratégiques qu'ils ont faits. Puis l'exploitation des ressources naturelles, ben ça en fait partie. Puis ben c'est beau de voir un gouvernement de centre-gauche qui était très ouvert à exploiter à faire de l'exploitation des fonds marins pour aller chercher finalement, aller voir et peut-être exploiter là, les ressources naturelles qui s'y trouvent. Puis c'est sûr que ben, ça se fait dans les fonds marins de la Norvège parce que là, ça m'a amené à faire toutes sortes de recherches que je veux partager avec vous. J'ai déjà parlé de l'Arctique, je suis passionnée par ce Oui. sujet, mais je suis allée chercher des informations supplémentaires suite à la lecture de cet article-là. Puis tu sais, il y a l'article 234 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer qui stipule qu'il y a une zone économique exclusive de 370 kilomètres ou 200 000 des côtes d'un État qui sont finalement C'est ça. revendiquées, qui sont des zones économiques exclusives au pays. Donc, la Norvège va faire de l'exploitation minière dans cette zone économique C'est exclusive-là. ça. Mais La frontière des nations n'arrête pas à l'orée de la plage, sinon personne ne pourrait jamais se baigner. Là. c'est Fait que, tu sais, ça, c'est fait ça. que c'est ça, c'est vraiment le tour. Moi, tout, j'avais le chiffre de 200, mais je me rappelle plus si c'était miles ou Oui, kilomètres, mais c'est c'est vraiment miles. Miles. Fait que c'est 200 miles à partir de la côte, donc tout ce qui est 200 000 à Oui, partir de la côte d'un pays, d'océan, lui appartient comme étant oui, les eaux internes d'une telle nation. Après ça, on tombe en eau internationale. exactement. Sauf si un État est capable de démontrer que ses côtes continentales se poursuivent sous l'eau. Si tes côtes Ah continentales oui! se poursuivent sous l'eau, tu pourrais demander une expansion de ta zone économique exclusive si tu es en mesure de démontrer avec la géologie de tes fonds marins que ton plateau continental se poursuit sous l'eau. Pas fou, Euh, ça? ben oui, c'est ce que la Russie a demandé. En 2001, la Russie a revendiqué un prolongement de sa zone économique Ben, exclusive je vais le en... partager à l'écran. Tu m'avais envoyé, je pense, une Oui, image reliée à ça. Je vais essayer de. Oui, ça part ici. Donc, pays du Conseil de l'Arctique, on voit un peu les différentes nations, Canada, Danemark, Islande, Norvège, Suède, Russie, et bien sûr l'océan Arctique. Mais là, les revendications territoriales de la Russie semblent aller carrément à l'intérieur en plein cœur du pôle Nord et de l'océan Arctique. Dans pas long, le Père Noël va parler russe si on les laisse faire. Laissez-y laissez-y- laissez-y un peu. Mais on voit qu'on pense qu'on a juste le Canada, les pays de, voyons, scandinaves, puis la Russie, mais on oublie souvent, les États-Unis sont là avec l'Alaska aussi. Donc, oui, oui. on Puis a là, plusieurs. L'Islande de son niveau, le Groenland qui appartient au Danemark aussi en fait partie aussi. Fait qu'il y a plusieurs joueurs sur ce terrain de jeu-là. Là. oui. Puis tu vois la portion au centre là, du pôle Nord, c'est considéré comme euh, la partie des eaux internationales, finalement. Mais justement, il y a une partie, il y a presque la moitié, là, qui est revendiquée par la Russie parce qu'elle a déposé des documents stipulant que son plateau continental s'étendait au-delà de ce qu'on pensait. Donc, c'est à l'étude et c'est une partie des eaux internationales qui est revendiquée par la Russie. Donc, on n'a pas fini de statuer encore où les zones économiques exclusives sont, mais c'est sûr qu'avec l'entrée de la Suède dans, euh, dans l'OTAN, parce qu'il y a aussi ça qui est arrivé dans l'actualité Ouais, récemment. la semaine dernière. La semaine dernière, la Suède est rentrée dans l'OTAN. Donc, on se retrouve avec le Conseil de l'Arctique qui a 7 États sur 8
membre de l'OTAN. Donc, le Conseil de l'Arctique est composé du Canada, du Danemark à cause du Groenland, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Russie, la Suède et les États-Unis. Et on a la Chine qui est un membre observateur du Conseil de l'Arctique parce que la Chine se décrit comme un État pré-arctique. Donc, c'est un membre observateur Pré-arctique. pré-arctique. Et d'ailleurs, la C'est Chine, quoi? C'est qu'ils ils se préparent à se faire congeler? ben, c'est que la Chine a beaucoup d'intérêt à aller chercher le maximum de ce qu'elle peut dans les avantages d'occuper ou de passer par l'Arctique. J'essaie. Est-ce qu'ils vont faire comme ils vont faire dans la mer de Chine, puis ils vont commencer à ramener des paquebots remplis de sable, puis faire des îles artificielles dans l'océan Arctique? Je sais Ah, pas, mais ils sont déjà en pleine construction de brise-glace. Ça fait déjà plusieurs années que la Chine a mis plein feu, plein budget majeur dans la construction de brise-glace. C'est pas pour rien. Donc, la Chine est vraiment en train de s'équiper. Elle fait beaucoup de recherches aussi sur la durabilité des matériaux en froid extrême. Donc, la Chine a des territoires très froids et elle fait beaucoup de recherche et développement sur toutes sortes de technologies, toutes sortes d'infrastructures, de technologies, de communication qui puissent durer à des froids extrêmes. Donc, elle investit déjà massivement à avoir un équipement, avoir des équipements de brise-glace, mais aussi des équipements technologiques qui vont supporter les froids extrêmes. Donc, elle ne fait pas que revendiquer des accès ou une position ou une situation ou des intérêts. Elle est vraiment en train d'investir massivement. Puis pendant ce temps-là, ben, le Canada, je vous amène à un rapport qui est sorti, qui n'a pas oui. fait, et à mon sens, qui n'a pas fait qui n'a pas eu beaucoup d'écho, mais il y a un rapport qui a été diffusé en juin 2023, donc ça fait ben, bientôt un an, pas tout à fait un an encore. Et j'ai lu ce rapport-là de 86 pages que je vais vous résumer puis que je vais vous présenter, mais que j'ai trouvé super intéressant parce que je vais retrouver, c'est le comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants. Là, vous voyez à l'écran, c'est pertinent. Ça, c'est la photo des sénateurs qui ont participé à la rédaction puis aux travaux de recherche qui ont mené à la rédaction de ce rapport-là. Donc, on voit là le sénateur Clément Gignac, qu'on connaît, et le sénateur aussi Pierre-Hugues Boisvenu, Revenu, mais oui. qu'on connaît bien aussi, qui ont participé aux travaux menant à la rédaction de ce rapport-là. Donc, ces sénateurs-là, hein, parfois on dit que les sénateurs, ou on entend que les sénateurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y en a qui revendiquent le droit d'abolir ces postes-là. Mais moi, quand j'ai lu ce rapport-là, je me suis dit, hey boy, il va falloir que je m'intéresse plus au rapport. Je ne sais pas si ça arrive souvent que les sénateurs font des travaux d'envergure comme ça, mais franchement, ce rapport-là vaut la peine d'être lu, vaut la peine d'être diffusé. Puis c'est pour ça que je prends la peine de vous en Je vais parler. mettre le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc, ça va être là-dessus. C'est vraiment intéressant. Donc, les sénateurs se sont déplacés en 2022 et 2023, fait que c'est très récent. En 2022-2023, ils se sont déplacés dans les zones du Grand Nord pour aller voir le système du NORAD, par exemple, notre système de défense, pour aller rencontrer des Rangers canadiens dans le Grand Nord. Ils ont mené plusieurs entrevues aussi, autant là-bas qu'à Ottawa, là, ils ont fait différentes entrevues avec, vous allez voir dans le rapport, ceux qui le consultent, à la fin, dans les dernières pages, on voit toutes les dates où il y a eu des rencontres, avec qui il y a eu des rencontres, des membres des Forces armées canadiennes, avec des membres, des élus du Grand Nord, avec toutes sortes de personnes liées de près ou de loin à la défense militaire, à la défense stratégique du Canada. Et franchement, ce rapport-là, est troublant dans la mesure où ça met beaucoup d'emphase sur, ben, c'est pas compliqué, hein? Le titre du rapport, c'est La sécurité de l'Arctique menacée, des besoins urgents dans un paysage géopolitique et environnemental en évolution. Et ils font le lien direct avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la présence Ouais. militaire
très importante de la Russie dans les eaux de l'Arctique. C'est pas compliqué, hein? La Russie, elle domine, on l'a vu sur la carte précédemment, mais la Russie domine l'Arctique avec 53 des côtes de l'océan Arctique. Donc déjà, juste en termes d'occupation du territoire de l'Arctique, la Russie domine largement. Elle a aussi investi énormément dans les 2 dernières décennies dans la rénovation de ses infrastructures militaires et dans la rénovation de ses bases militaires qui sont dans le nord. Donc, la Russie a 30 de plus de bases militaires dans l'Arctique que les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN. Et là, on voit les bases militaires de la Russie. C'est des vieilles, il y en a plusieurs que c'est des vieilles bases militaires, mais elles ont toutes été rénovées et il y a des investissements majeurs qui ont été faits. Quand tu lis le rapport qui a été fait par les sénateurs canadiens, quand tu fais d'autres lectures connexes, des références auxquelles ils nous renvoient le rapport ou d'autres lectures, on se rend compte que, puis si tu as lu L'art de la guerre, tu comprends aussi que même si en ce moment on est en temps de... Est-ce qu'on est en temps de paix? C'est relatif, là. Il se passe quand même des conflits importants sur la planète en ce moment, mais on a été dans les dernières décennies en temps de paix, disons-le comme ça. Mais malgré ça, il y a des pays qui ont des stratégies militaires de longue échéance et ils gardent toujours des stratégies militaires. Oh oui, ils sont prêts, ils se mettent prêts à tout. Là, Ils sont proactifs dans leur stratégie militaire. Ils sont proactifs, ils se préparent à tout, puis c'est un Oui. peu c'est comme une partie d'échecs en 25 coups. Là, tu Oui. prévois quasiment les 25 coups d'avance, tout ça. Oui. Toi, tu parlais tantôt du sous-titre, la sécurité de l'Arctique menacée, des besoins urgents dans un paysage géopolitique et environnemental en évolution. Moi, le sous-texte, je l'aurais nommé différent. Comment, après 20 ans à se contre-foutre de l'Arctique, on s'est rendu compte que quelqu'un d'autre s'en occupait? Moi, c'est le même, je l'aurais appelé. Oui, on a nos petites bases, puis on est Iqaluit, puis ces affaires-là, puis les Inuits, puis la population inuite de ce bout-là, mais l'Arctique, pendant trop longtemps, j'ai l'impression, puis je comprends que c'est pas le... Tu runs pas une campagne électorale avec l'Arctique, mais il y aurait peut-être une manière de le faire, mais tu sais, c'est... On s'est rendu qu'on a un gouvernement au Québec qui a runné une élection complète sur le plan Nord, qui est rendu le plan mort, là, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Mais tout ça pour dire que on a vu trop souvent ça comme étant un gros bloc de glace dans le Nord. Il n'y a rien à foutre là. Il n'y a rien que de la glace. C'est tough à aller là. Il fait frais. Ça coûte un bras installer du stock là-bas puis que ça soit vivable. On n'a pas vu plus loin que le bout de notre nez. Pendant ce temps-là, la Russie n'a pas été con. Ils ont investi beaucoup dans... On en avait parlé d'ailleurs dans notre épisode sur l'Arctique il y a plusieurs mois, à quel point leur flotte de brise-glace, c'est incommensurable comparément aux nôtres avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux moteurs nucléaires qu'ils ont là-dedans. On est en retard en calvaire. Là. Puis surtout, ça, c'est sans compter l'investissement de l'armée canadienne qui est encore coupé cette année. Ah non, c'est... autant que les jeux ne sont pas faits, mais à date, disons que le gun, le coup de feu de partir la course, ça fait longtemps qu'il est entendu, mais nous autres, on dit que, je sais pas, on n'a pas encore eu le feu. On ne l'a pas encore entendu, on est encore sur la ligne d'arrivée. Là. On attend encore le feu vert pour partir et le monde sont déjà partis à courir. C'est ça. C'est pas joué, mais disons qu'on part pas mal avec des malus en partant. Là. Ben exactement. C'est comme si on s'est fié sur ces décennies de temps de paix pour s'asseoir, se reposer et faire la cigale, alors que les autres États étaient en mode fourmi. Vraiment. La Chine était en mode fourmi. Elle est en mode fourmi, mais elle a été en mode fourmi pendant plusieurs décennies. La Russie, c'est la même chose. Puis là, ce rapport-là, ce qui met en évidence, bon, vous allez dire, il y en a qui vont dire, ben, je m'intéresse à la question depuis longtemps, puis c'est pas juste ce rapport-là qui met ça en évidence. Il y a tout le temps des lanceurs d'alerte qui disent, hey, on s'occupe pas de l'Arctique, on s'occupe pas du Grand Nord, mais il reste que ce rapport-là, entre autres, notamment, met en évidence le fait que nous, on était en mode cigale, on l'est encore, on n'allume pas, on réalise pas qu'on est très vulnérable. Tu sais, le système de défense NORAD ne permet pas d'intercepter les missiles supersoniques puis à longue portée. Donc là, on a commencé à allonger des millions de dollars pour moderniser notre système de défense, mais d'ici à ce que le système de défense NORAD soit modernisé puis puisse intercepter les missiles supersoniques puis à longue portée,
il y a encore plusieurs années qui vont qui vont s'écouler avant qu'on en arrive à être capable de les intercepter puis à avoir un système qui est un système de défense finalement qui est adapté à l'armement ou à l'état d'avancement des armements de notre époque. Parce que c'est le Donc, problème, parce que l'armement, oui, excuse-moi de te couper, mais le NORAD, autant qu'on l'a pris souvent pour acquis, mais même le NORAD commence à être vieux un oui, peu, là. Tu ben sais, on parle oui, de quoi? Des années 80, quelque chose comme ben ça? oui, ben Fait oui, que, tu sais, on s'est dit: «Ah, le NORAD nous protège, ah, le NORAD nous protège», comme, tu sais, le oui, Saint-Esprit va être là, tu sais, bien beau, mais après ça, comme tu dis, la technologie avance, ben puis oui, ce qu'on appelle dans le jargon anglophone des countermeasures, tu sais, les nouvelles technologies pour contrefaire ou contourner les systèmes anti-armement ou anti-missiles des autres nations. Ben, à un moment donné, c'est ça, c'est que si tu n'updates pas ton système de protection déjà existant, puis tu te dis, ah, c'est pas grave, ils vont le détecter. Même, je pense que l'armée américaine avait annoncé, je sais pas, je me rappelle plus, dans les dernières années qu'elle avait annoncé ça, qu'à cette heure, même le NORAD détecte plus tout. Tu non, sais, non, c'est ça, on dit tout le temps, ah, le NORAD va le détecter. Tu sais, on l'a vu dans le. Ça, c'est un peu trolatique, là, mais tu sais, le fameux ballon chinois, là, oui. qui s'était rendu quasiment en plein centre des États-Unis, puis le NORAD ne l'a jamais vu. Vous allez dire, ah, c'était pas assez gros comme objet. Ouais, mais justement, le fait que c'était pas assez gros, peut-être c'est pour ça qu'ils ont pris un ballon, les Chinois, parce qu'ils se disaient, c'est s'ils allaient prendre un drone, ils allaient le voir. Fait que, tu sais, toutes les méthodes pour contourner le système, ben, à un moment donné, c'est ça. C'est que on, on a trop laissé, on a peut-être une trop grosse dépendance à nos systèmes informatiques, puis on s'est dit, bah, on n'a plus besoin de patrouille de jet dans le Grand Nord. Le NORAD va nous le dire s'il y a de quoi. Là. Tu sais, c'est comme le système d'alarme. Tu sais, s'il y a un voleur, ça va partir. Tu sais, pas besoin d'un chien ou quelque chose comme ça. Fait que, ah non, c'est quelque chose. Non, c'est ça. Notre système de défense n'a pas suivi l'avancement des nouveaux armements, puis on est vraiment en retard. Puis ça, ben, c'est du connu. Si le commun des mortels comme toi puis moi a accès à cette information-là, imaginez les armées, imaginez les membres militaires d'autres États, imaginez les services espions des autres États. Parce que ça aussi, dans l'article, ce que les Rangers canadiens ont dit, aux sénateurs qui sont allés les voir, puis avec, les entrevues qu'ils ont menées, ça a été aussi mentionné qu'il y a un tourisme affluent dans l'Arctique ou des recherches scientifiques qui ont été accentuées au fil des dernières années, mais on ne sait pas si les recherches scientifiques qui ont été menées ou le tourisme qui a été annoncé ou qui a été auto-déclaré finalement. Est-ce que c'était vraiment du tourisme? Est-ce que c'était vraiment des recherches scientifiques ou c'était pas plutôt des agents L'espionnage. espions? Ben oui. Les touristes étaient-ils en majorité des Chinois, par hasard? Et ça, ben, toutes les activités d'espionnage, on suspecte qu'il y en a de plus en plus et qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des présences de sous-marins dans l'Arctique, des Oui. sous-marins russes et tout cet espionnage-là, ben, on est ultra vulnérable. Alors, il y a une série de 23 recommandations qui ont été énoncées dans le rapport. Je ne sais pas si tu peux les mettre à l'écran, là. On ne passera pas au Oui. travers des 23, mais au moins peut-être les deux premières, les deux, trois premières. Mais euh, J'assume que c'était à la toute fin, Jacinthe, pour ce qui est des recommandations. Je vais se retrouver dans le glossaire, témoin, elle se mémoire, retrouve à mission. deux endroits, en fait. Elle se retrouve Ah oui, dans le les début du rapport. recommandations. Oui, Oui. oui, page 14, parfait. Oui, c'est juste ici. Parce que Voyons le voir. début du rapport, c'est un sommaire, puis par la suite, il y a plus le détail, mais les recommandations se retrouvent et dans le sommaire et dans le rapport détaillé. Voilà. Donc, et là, moi, ce que je me demande, c'est depuis juin 2023 qu'on a ces recommandations-là qui ont été mises par nos sénateurs. Est-ce que ça a été pris au sérieux? Et est-ce que, en ce moment, il y a certaines des recommandations qui ont été mises en œuvre? Je ne sais pas comment ça fonctionne pour le suivi de ça, s'il faut faire des demandes d'accès à l'information puis aller fouiller. Mais c'est une des questions, moi, que ça me soulève, c'est maintenant qu'on a eu des sénateurs qui se sont déplacés, qui ont mené des entrevues sérieuses, qui ont parlé aux gens sur le terrain, qui ont parlé. Parce que, tu sais, ça aussi, c'est l'autre chose. Les forces armées canadiennes qui sont probablement beaucoup plus inquiètes puis beaucoup plus informées que moi sur ces questions-là, est-ce qu'elles ont les leviers nécessaires pour aller faire les revendications politiques pour faire avancer les dossiers? Ça doit être tellement frustrant. Moi, je fais juste lire ça, puis je suis inquiète.
je suis frustrée. Je me dis: «Imagine quand si je connaissais autant d'informations que les hauts gradés dans les forces canadiennes, que ces gens-là qui ont été interviewés par les sénateurs, au moins il y a eu les sénateurs qui ont pu avoir toutes les réponses aux questions, puis qui ont pu mettre ça en rapport. Mais à partir de ce moment-là, tu sais, y a-tu quelqu'un dans les forces armées qui est capable de revenir à la charge puis de dire: "Hey, quand les sénateurs sont venus nous voir en juin 2023, Pas on a fait autant des que recommandations. Est-ce que ça avance?"» pas aussi longtemps que les conservateurs ne seront pas au pouvoir. L'armée, c'est ça, c'est que c'est je pense que c'est le ministère le plus dénigré, du gouvernement Trudeau, là, en toute honnêteté, là. Ça, puis peut-être la voirie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, mais puis personnellement, Jacinthe, je pense qu'il y a réellement une facilité parce que là, on le voit, on prend le problème plus large, là. Tu sais, mettons, si on prend le problème de l'armée canadienne, on sait que là, c'est rendu très de plus en plus wokisé, là. Tu sais, on a vu, là, il y a eu plein d'articles récemment, là, ils ont créé un nouveau masque à gaz, équitable pour les hommes et les femmes, là, il y en a un qui a eu filtré, il a reçu une palette au complet à la base de Toronto de tampons pour les toilettes des hommes. Tu sais, on était vraiment dans des conneries du genre et on voit que le taux de recrutement dans l'armée canadienne est en baisse considérable. Ouais, Puis ça, c'est sans compter le budget qui est en baisse et tout ça. Puis là, on n'arrête pas de parler justement là, tu sais, déploiement en Lettonie, puis l'OTAN, puis quasiment en mode War Pig, puis startant la Troisième Guerre mondiale. Puis je dis pas qu'il ne faut pas être prêt pour ça. Mais si on se dit, il y a une manière de faire la promotion de ça, et dire, hey, on part une nouvelle mission majeure, tu sais, Defense of the North, là, tu sais, défense du Nord, quelque chose. Puis là c'est pas pire, tu sais, c'est pas OK, on va t'envoyer en Indonésie, à l'autre bout de la planète. En gros, tu es chez vous, mais tu es juste bien en haut de chez vous. Fait que au moins, si tu serais déployé, ben, techniquement, tu es encore dans le même pays. Fait que c'est juste que il fait pas mal plus fret encore. Mais tu te dis, OK, on a un nouveau plan pour l'armée canadienne. On fait des grosses campagnes de promotion aussi pour la Coast Guard, puis la Navy ou whatever, dans Opération Grand Nord, construction de nouvelles bases avancées, surveillance et quoi que ce soit, nanana, 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 rejoins les forces, etc. Il y a un moyen de twister ça de la bonne manière, faire de la bonne promotion, parce que ça ouvre de nouveaux horizons. Puis c'est vrai que le Grand Nord, il ne faut pas se le cacher, même le Québec en général, on voit une map, on n'imagine pas à quel point c'est grand. À quel point il y a beaucoup d'aspects de notre pays qu'on ne connaît pas et qu'on pense tout avoir vu après avoir passé le lac Saint-Jean ou la Tuque, puis on s'est dit, bon, faites le tour, là, tu sais. Mais non, au contraire. Fait que je pense qu'il y aurait une possibilité sous un nouveau gouvernement, en tout cas, j'assume conservateur, de redynamiser ça pour twister ça d'une manière intelligente pour finalement commencer à aller de l'avant. Ça ne sera pas parfait, puis ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais je pense pas que c'est une cause perdue, par exemple. ouais. Non, non, c'est sûr. Puis actuellement, là, il y a un article de Radio-Canada qui a été publié hier aussi qui parle que, l'OTAN actuellement mène un exercice militaire, Steadfast, qui est le plus important, exercice militaire qui a été lancé par l'Alliance, depuis la fin de la guerre froide. En ce moment, il y a 90 000 hommes et femmes, puis des dizaines de navires, de blindés, d'avions de combat qui s'exercent actuellement en Arctique. Donc, il y a OK. quand même, si le Canada lui-même n'en fait pas assez, selon moi, en tout cas pour assurer sa souveraineté dans le Nord, il reste que l'OTAN voit peut-être venir certaines pièces du jeu d'échecs d'avance. Et depuis la fin de la guerre froide, il y a des exercices annuels qui se font. Et en ce moment, il y en a une qui se mène là, dans l'Arctique avec 90 000 hommes et femmes, toutes sortes de navires aussi, des hélicoptères, des avions. Donc, il y a des exercices intéressants qui se déroulent là. Mais ce qu'on dit, c'est que il y a des militaires qui ont été interviewés là, dans le cadre de l'article de Radio-Canada. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est des gros, gros chocs pour les militaires d'aller travailler dans ces conditions-là et Ah que oui. il y a beaucoup d'imprévus qui sont menés parce qu'à cause de la méconnaissance du territoire, la méconnaissance, je lisais que parfois il y a des fausses lunes ou faux soleils qui apparaissent à l'horizon. C'est capoté, là. À un moment Oui, donné, parce il que peut y avoir deux fausses lunes qui apparaissent, mais c'est une illusion d'optique à cause du soleil, des tempêtes qui se dessinent à l'horizon. Ça annonce des tempêtes parfois où il y a un faux soleil qui c'est ça, nous parce qu'on apparaît à est l'horizon. au Puis niveau ça, de c'est... l'espace, on est sur le top de la boule. Fait que Ouais, le cercle nuit, journée n'est pas du tout la même oui, affaire. Puis je pense que c'est essentiel. Écoutez,
on est censé être on fait partie des peuples nordiques, là, surtout que je comprends que tu n'envoies pas quelqu'un là pas formé, tu finis le basic training puis on t'envoie là-bas. Là. Il faut vraiment que tu aies de l'entraînement en milieu arctique, quoi que ce soit, Ouais, mais tabarouette, un des connaissances de base qu'un militaire devrait avoir, c'est bien connaître l'aléa, le relief et le territoire de son propre pays. ouais. S'il ne sait pas, on ne va pas bien, là, parce qu'à un moment donné, si tu vas si t'oses aller envahir celui du voisin, mais tu connais même pas le tien, ça va pas bien pour le défendre, puis pour justement en cas d'attaque ou quoi que ce soit. Fait qu'absolument, il y a tellement de trucs d'adaptation à faire, mais je pense qu'il va falloir le faire. Ben, je lisais un article que des militaires canadiens allaient justement s'exercer dans le Grand Nord, puis ils allaient rejoindre des Rangers canadiens. Les Rangers patrouillent le Grand Nord. C'est souvent des Autochtones, c'est souvent des Inuits qui sont membres des forces des Rangers canadiennes. Et lors d'un exercice militaire où des militaires du Québec là, sont montés dans le Nord, rejoindre des Rangers, à un moment donné, ils marchaient vers une destination et puis, il y avait des motoneiges aussi d'impliqués, puis ils avançaient dans le nord, puis ils montaient, puis ils montaient. Puis à un moment donné, les Rangers canadiens ont dit il y a comme deux fausses lunes qui apparaissent là. Ça, c'est signe qu'il va y avoir une grosse tempête. On ne peut plus avancer. Faut mettre le camp. Faut bâtir Ah le ouais. camp. Faut installer notre camp. Puis il y a eu une altercation, ben, une légère altercation, mais bref, une argumentation entre les militaires et les Rangers. Les militaires disaient, mais non, mais il fait soleil, tout est beau. Non, non, on continue. De toute façon, on est venu ici pour en prendre, on est capable d'en prendre, c'est avançons. Puis les Rangers ont fait, non, 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 on bâtit notre camp, je vous le dis, on bâtit le camp. Finalement, ils ont écouté les Rangers, ils ont bâti le camp, ils se sont réveillés le lendemain en plein cœur d'un énorme blizzard, une tempête monumentale. Et puis là, les militaires ont dit, OK, ben, finalement, les Rangers ont gagné de la crédibilité Puis pour ceux, et les pour ceux qui se posent militaires la. compris. Oui. Ouais, ouais, vas-y, excuse, je vais te laisser Ben, les terminer. militaires ont compris que finalement, c'est tout un territoire inconnu, puis qu'on doit vraiment se fier davantage à ceux qui l'habitent depuis des générations et des générations, parce que ces gens-là sont nés là et ils connaissent le territoire parce que la transmission du savoir se fait de génération en génération. Mais bref, il y a beaucoup d'inconnus pour nos militaires, même s'ils vont faire des exercices là-bas. Une chance qu'il y a des éclaireurs, des gens qui habitent déjà le territoire, mais malgré tout, euh, ça dit à quel point on est vulnérable. Là. Parce que, tu sais, ces exercices militaires-là, en ce moment, l'exercice militaire de l'OTAN, mené par l'OTAN, il y a 90 000 hommes et femmes, mais ce ne sont pas tous nos militaires canadiens qui font partie de cet exercice-là. Donc, ça nous laisse très vulnérables encore. Non, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça des Rangers? Non, c'est pas une équipe de hockey de New York, c'est ça, on n'est pas dans la même affaire. Mais moi, tout, je me posais la question. Définition, les Rangers canadiens forment un sous-élément spécialisé des Forces armées canadiennes créé en 1947. Ils font partie de la réserve de l'armée canadienne et garantissent une présence militaire dans des régions isolées du Canada comme le nord canadien et le long des côtes. On parle d'environ 4250 hommes et femmes, bien évidemment, euh, qui se trouvent à être là-bas. Majoritairement, bien sûr, des Autochtones, Oui. mais pas uniquement, bien évidemment. C'est pas ségrégationniste du tout. Ah non, ça en prend, c'est sûr et certain. Et écoute, on pourra en parler encore longtemps, mais tout ça pour dire que le Grand Nord, l'Arctique, il faut s'en occuper. Là, faut vraiment justement mettre ça dans notre agenda le plus grand possible, parce que justement, c'est pas juste une question de, vous allez dire, ben là, l'inflation est bien plus prioritaire, le système de santé, oui, oui, je vous entends. Mais le problème, c'est que il y a comme autant qu'il y a un compte à rebours pour ça aussi, certains diront qu'il y a un compte à rebours sur tout, mais là-dessus, il y a un compte à rebours qui commence à être à devenir très minime là, par rapport à se préparer puis à mettre notre pied premier sur certains territoires puis à bien s'entrancher dans certaines régions, parce qu'à un moment donné, on va monter là un petit peu trop tard, puis tout va être déjà fait. La Russie va être là partout, puis on ne pourra pas aller à telle place parce qu'ils vont déjà avoir les droits pour l'exploitation des ressources naturelles, puis il va falloir payer une douane pour traverser le passage du Nord-Ouest, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pendant que vous faisiez 40 ans à vous niaiser sur les transitions de genre, puis les militaires non-binaires, pendant ce temps-là, on a travaillé. Fait que Ben, c'est c'est un. déjà le cas. De toute façon, Moscou a déjà imposé sa marque sur la route du Nord. Tu peux peut-être sortir la carte sur la route du Nord versus la route Oui, maritime qui passe par voilà. le canal de Suez, mais c'est super intéressant de voir qu'il y a 40 d'économie de temps et de carburant lorsqu'on veut faire la distance entre un port européen
et un port du nord-est de l'Asie. Il y a 40% d'économie d'essence, pas d'essence, mais de carburant, puis de temps qui se fait, qu'on peut gagner en passant par la route du Nord. Et cette route du Nord-là, comme elle est dans la zone économique exclusive de la Russie, Moscou exige déjà d'accompagner les navires qui transitent par ce chemin-là à payer des frais pour se faire accompagner d'un brise-glace russe et payer des frais là, pour naviguer dans la zone économique exclusive de la Russie. Donc, il y a déjà, et comme il y a une alliance intéressante entre la Chine et la Russie, ben, la Chine bénéficie beaucoup de Ben cette oui. route, pourrait avoir aussi des avantages que les membres de l'OTAN pourraient perdre aussi, parce que c'est Moscou finalement qui détermine les conditions de passage dans cette route-là. Là. Vive les tarifs préférentiels. Ah, ben je les Ouais, fait comprends. qu'on a tout intérêt, je trouve, à travailler beaucoup plus fort aussi sur notre diplomatie. Oui, sur notre défense, mais aussi sur notre diplomatie à l'égard de la Chine et de la Russie, plutôt que d'être nous aussi dans une posture hostile. On devrait beaucoup plus travailler notre diplomatie avec ces États-là, considérant les intérêts qu'ils pourraient avoir, considérant aussi les avantages qu'ils ont, parce que c'est clair qu'au niveau de l'Arctique, la Russie domine et la Chine est beaucoup plus menaçante qu'on peut s'imaginer juste parce qu'elle est beaucoup mieux équipée que nous. Nous, je rappelle qu'on a annoncé la construction de brise-glace canadiens au chantier maritime d'Évis. On a annoncé ça, le gouvernement du Canada, avec François Legault, ont annoncé ça en avril 2023. Donc, dans un mois, on va être en avril 2024. Et combien de navires, combien de brise-glace sont en cours de construction en ce moment au chantier d'Évis? Zéro! Parce que ça va faire 1 an qu'on a fait cette annonce-là, mais il reste que le chantier nécessitait des travaux de modernisation et de construction pour pouvoir finalement commencer à travailler sur la construction de brise-glace. Et ben, les travaux ne sont toujours pas Ah, en cours de modernisation. Alors, en ce moment, le chantier d'Évis c'est et compliqué. le chantier est encore désuet et nécessite encore les fameux travaux de mise à niveau qui vont permettre. Donc, il y a des travaux du chantier qui n'ont pas encore eu lieu, qui sont nécessaires avant de commencer la construction de brise-glace. Bref, alors que la Russie et la Chine, eux, construisent à fond des brise-glaces, on est vraiment en retard d'une guerre, comme disait ma mère. Et là, c'est le cas de le dire. La semaine prochaine, dans toute liberté, les trous noirs à cash, ça va être, ça va être intéressant. Non, je niaise. Non, mais t'as absolument raison, Jacinthe. Écoute, faut sortir la tête du derrière, j'ai l'impression, dans ces dossiers-là, puis même peut-être booster un petit peu ça, là, hein. Un petit peu de solution Nordvolt pour la santé des vies. Tu sais, on bypass les trucs, là. On dirait que le gouvernement, ils font ça pour d'autres affaires, mais ça, le fédéral, non, ils sont pas trop pressés pour ça. Mais non, tu as absolument raison. Faut absolument. Puis c'est toujours super intéressant d'ailleurs. Autant que c'est un sujet qu'on parle moins pour ce qui est de l'article, mais c'est vrai que pendant que justement, nous autres, on s'en occupe pas, d'autres s'en occupent, bien Mm, évidemment. mm. Fait que c'est good. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit demain Merci. pour un autre épisode. Bye bye.